Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. L'Agora est heureuse de vous accueillir pour sa deuxième conférence de la saison 2017-2018. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir à notre tribune M. Pascal Boniface. Fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, essayiste à succès avec plus de 60 ouvrages à son actif, Pascal Boniface s'avère être l'un des géopolitologues français les plus réputés du XXIe siècle. Présent aussi bien sur les réseaux sociaux que sur les médias en général, Pascal Boniface nous livrera son analyse sur l'un des sujets brûlants de l'actualité, afin de nous permettre, dit-il, de mieux comprendre le monde, comme l'indique le titre de son ouvrage, réédité en 2017. En effet, de nombreuses questions sont soulevées par la géopolitique actuelle, notamment celle de l'armement nucléaire. À l'heure où le monde entier redoute l'apparition d'une troisième guerre mondiale, illustrée par une guerre des mots entre le président des États-Unis et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Pascal Boniface déclarait récemment que Donald Trump n'avait pas d'option militaire sur la table. C'est donc en tant qu'expert des relations internationales que Pascal Boniface vient partager à l'EDEC son point de vue sur les enjeux de la crise opposant la Corée du Nord aux États-Unis sur le sujet « Corée du Nord et États-Unis, paix impossible, guerre improbable ». Avant de laisser place au débat, l'Agora souhaite remercier l'EDEC, la régie, ainsi que l'équipe des appariteurs pour leur aide logistique. L'Agora souhaite également remercier ses partenaires, le Crédit du Nord, Grand Lille TV, PwC, le Journal des grandes écoles, la Croix du Nord, le Furet du Nord et Ex-Codeway pour leur confiance. Je vous prie à présent d'accueillir M. Pascal Boniface. Bonsoir, Monsieur Boniface. Bienvenue à l'EDEC et merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer le débat, nous allons laisser Karim délivrer notre traditionnel billet d'humeur, puis nous diffuserons un micro-trottoir qui donnera un aperçu de la réaction des Lillois face aux tensions entre les deux pays. Cher BHL, mes chers bienheureux Lillois, bonsoir. Bonsoir aussi, Monsieur Boniface. N'ayez crainte, ces BHL-là ne sont pas ici pour vous faire du tort, mais pour partager un agréable moment à vos côtés. Car oui, ce soir, nous accueillons un mythe, une légende, sans doute LA référence adulée par tous les étudiants de prépa. Monsieur Boniface. Et oui, vous n'êtes pas qu'un simple nom, un nom sur un bouquin de géopolitique ou une référence à citer sur sa copie pour exceller au concours de l'EDEC. Retour rapide sur votre parcours, Monsieur Boniface. Visionnaire, vous intégrez le PS en 1980. Visionnaire, vous quittez le PS dès 2002. Vous créez également l'IRIS en 1991, IRIS que vous choyez, IRIS que vous voyez grandir, et soudain, votre bébé éclate aux yeux du monde en devenant Miss Univers 2016. Après cette plaisanterie de haut rang, nous souhaitions vous rassurer. Nous ne sommes pas des intellectuels faussaires. Ni même des intellectuels, en fait. Mais nous sommes intègres. Et par souci d'honnêteté, nous désirions révéler au grand jour l'ensemble de vos passions que voici. Petite terrasse, petit godet, petit ricard. Mais surtout, observez bien, mesdames, messieurs, l'équipe, le combo parfait. Votre amour pour le football et la géopolitique est tel que nous vous imaginons bien commenter le match explosif de l'année. Le KFC, Kim Football Club, face au TFC, Trump Football Club. Écoutez plutôt. Chez le KFC, allait le gauche Kim, allait le droite Kim, les deux défenseurs centraux Kim et Kim, au milieu Kim, Kim et Kim. D'ailleurs, ça me rappelle les propos de mon illustre prédécesseur Thierry Roland.
Je cite, « Il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen ». Et pour finir, on attaque la désormais très célèbre KKK, Kim, Kim et Kim, attaque certes chevaleresque mais qui avance masquée. Le trio nord-coréen a d'ailleurs été chaudement salué par Trump à travers la poignée de main amicale entre ce dernier et les membres du KKK. Du côté du TFC, on retrouve Trump en pointe. Suite à l'exclusion de James Comey au dernier match, celui-ci se voit remplacé par Sarah Palin à gauche, accompagné de Mike Tyson à droite. Pour le reste, l'équipe demeure inchangée, Chuck Norris, Kanye West, Clint Eastwood et Tom Cruise au milieu. En défense, devant Netanyahou, c'est la Clinton Bush Obama, la CBO, qui tentera de faire face à un KFC bien piquant ce soir. Les adversaires se jaugent, la première mi-temps a servi de round d'observation. Retour des vestiaires, les joueurs semblent bien plus déterminés. Entre la 50e et la 53e, le match s'intensifie avec quelques frappes malheureusement tombées à l'eau. 55e, Trump, jusqu'alors camponné, à l'aile droite, se voit pousser des ailes et en véritable rampe de lancement de l'équipe nationale, se propulse au milieu de terrain et renvoie les Nord-Coréens au travail avec une frappe lointaine millimétrée. Trump, en pleine extase, dépasse la ligne rouge en chambrant le bloc est du terrain. Bande de sales rouges, plutôt sales jaunes, ouais. Ouh, pas ça, Donald, pas ça. Pas maintenant, pas ce soir, pas aujourd'hui, pas après tout ce que tu as fait, non. Aïe, 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 aïe. Quelques minutes avant le coup de sifflet final, coup franc pour la Corée du Nord. Trump installe son mur à l'entrée de la surface américaine. En vain. Missile des Nord-Coréens dans la lucarne gauche. Les images parlent d'elles-mêmes. Oula, bien joué Sébastien. Ah! Crucifié. Crucifié. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Quel match, messieurs, dames, quel match! Le suspense est à son comble, l'ambiance est stratosphérique. C'est un véritable feu d'artifice dans les tribunes. Coup de sifflet, tir au but. Cette situation est radicalement différente du 7-0 historique que la Corée du Nord a subi face à ses chanceux de Portugais en 2010. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que, plus que jamais, la Corée du Nord se coupe du monde. La tension est palpable, la séance de tir est sur le point de débuter, les paris sont ouverts. Et vous, monsieur Boniface, quel est votre pronostic? Merci à tous. Bonjour et bienvenue, Monsieur Boniface. Bonjour, merci de votre accueil. Nous sommes très heureux que vous soyez ici présent ce soir. Est-ce que vous souhaitez répondre à ce biais d'humeur ou au micro-trottoir? Non, enfin, le biais d'humeur, bravo, c'est très bien fait. Il y a juste Léo Ferré qui a été oublié parmi mes passions. Et sinon, le micro-trottoir ressemble à tous les micro-trottoirs. Donc, c'est un sondage nature qui montre un peu les interrogations des gens par rapport à des notions qui sont parfois un peu compliquées et les doutes qu'ils peuvent avoir par rapport aux questions que vous posez. Alors pour commencer, nous allons d'abord effectuer un rappel historique sur la Corée. Pour ce faire, une frise va s'afficher sur les écrans de rediffusion. Donc cette frise commence en 1910, année du début de la colonisation japonaise de la Corée. Est-ce que vous pourriez nous parler plus précisément de cette période coloniale ? Ça a été à la fois une période coloniale et en même temps une période de guerre. Donc ça a été la colonisation poussée à son extrême, ce qui fait que les Coréens, dans leur ensemble, ont, par rapport aux Japonais, toujours un sentiment très négatif. Et les Coréens du Sud craignent plus le Japon, ou ont plus de sentiments négatifs à l'égard des Japonais ou du Japon qu'à l'égard de la Corée du Nord ou même de la Chine. C'est un peu le paradoxe, puisqu'on veut dire que la Corée du Sud et le Japon ont le même système politique, mais les traces de la colonisation et de l'occupation, c'est un peu, ils ont par rapport aux Japonais, les sentiments des Algériens par rapport aux Français après la guerre d'indépendance et les sentiments des Français après les Allemands après la libération. Donc c'est très négatif et les blessures de l'histoire n'ont pas, le passé ne passe pas. Donc finalement, et c'est pour ça que les Japonais craignent une éventuelle réunification de la Corée, puisque le ciment de cette réunification entre le Nord et le Sud qui n'ont plus rien de commun
serait uniquement le sentiment, ou principalement le sentiment anti-japonais, du fait de l'histoire et du fait que le Japon, même beaucoup de Japonais pensent le contraire, n'a pas fait à l'égard des pays qu'il a occupés, et notamment de la Corée et de la Chine, ce qu'a fait l'Allemagne par rapport à la Pologne ou la France après 1945. Ça a donc été vécu comme un traumatisme pour les deux Corées. Oui, enfin, juste un chiffre, il y a environ 200 000 jeunes coréennes qui ont été contraints à une sorte d'esclavage sexuel, de la prostitution pour le profit de l'armée japonaise. Pendant très longtemps, les Japonais ont dit que c'était des volontaires qui exerçaient leur métier, etc. C'était de l'esclavage sexuel. Et le fait que les Japonais aient pendant très longtemps nié cela, et que même encore aujourd'hui, le fait de le reconnaître, d'indemniser, etc., crée effectivement un fossé plus que fort. Même si le fait d'avoir co-organisé la Coupe du Monde en 2002 avait conduit à un rapprochement, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Et à la suite de cette annexion puis colonisation japonaise, il y a eu la guerre de Corée. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel historique de cette guerre ? Elle a commencé en 1950, donc c'était vraiment ça a été le summum de la guerre froide, et cela dans un contexte très particulier, puisque la Chine venait, pour reprendre la phrase d'Aragon, d'être mise en commune. La Chine venait d'être communiste un an auparavant, et donc il y avait le sentiment d'une montée en puissance du communisme et que l'endiguement ne fonctionnait pas tout à fait. Et le secrétaire d'État américain, John Foster Dulles, a fait une erreur de déclaration puisqu'il a dit que le périmètre de sécurité des États-Unis allait des îles Aléoutiennes jusqu'au Kouril, donc excluait la Corée. Ce qui fait que, alors que la Corée était divisée comme l'Allemagne, les soviétiques et américains s'étaient rejoints au 38e parallèle, et donc il y avait d'un côté un régime sous l'ordre de Pékin, sous l'ordre de Moscou, et de l'autre sous les ordres des Américains. Et donc le leader nord-coréen, qui était le grand-père, Kim Il-sung, qui était le grand-père de l'actuel dirigeant nord-coréen, a tiré conclusion de cette déclaration de John Foster Dulles qu'il pouvait attaquer la Corée du Sud, la réunifier par la force, puisque finalement les Américains ne s'en préoccupaient pas beaucoup. Et Staline lui a donné son feu vert. Mao était encore un peu périphérique par rapport à cela. Et dans un premier temps, les Américains ont été un petit peu circonspects parce qu'ils se demandaient si tout ceci n'était pas une répétition pour ce qui allait se passer en Europe, parce que le véritable enjeu n'était pas l'Asie, mais l'Europe, avec là des troupes américaines et soviétiques qui se faisaient face sur l'ensemble du continent. Donc les Américains se sont demandé si ce n'était pas une répétition et une sorte de diversion qu'on agitait la menace en Asie pour mieux se saisir de l'Europe occidentale. Donc ils ont eu un petit temps de réaction. La guerre a duré 3 ans. Séoul a été entièrement détruite. Les Chinois ont aidé les Coréens du Nord en envoyant non pas une armée régulière, mais des volontaires pour maintenir une fiction d'une non-application directe. Et en face, ce n'était pas une armée américaine, mais c'était une armée de l'ONU parce que l'URSS, à l'époque, boycottait le Conseil de sécurité. Il a pu prendre une décision permettant l'envoi de troupes. Les combats se sont arrêtés en fait au bout d'1 an. MacArthur, qui était le général en chef américain, a voulu l'employer l'arme nucléaire et Truman lui a dit mais non, il est fou ce type, pas 2 fois sur les Asiatiques, donc il l'a viré. Et puis les choses se sont enlisées jusqu'à un accord de cessez-le-feu conclu à Panmunjom en 1953. Donc il n'y a pas de paix entre les deux Corées. Il y a juste un accord de cessez-le-feu qui date de cette guerre qui a fait quand même environ 2 millions de victimes, avec une implication des Occidentaux, des pays de l'OTAN, des États-Unis et les deux Corées face à face, aidées par l'URSS et la Chine. Et comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu de traité de paix justement qui a été ratifié en 60 ans ? Parce que personne n'en veut, parce que chacun pensait qu'il allait faire la réunification sous son égide, que la guerre froide ne prêtait pas à la conclusion d'un accord définitif. En 1953, les deux Allemagnes ne se reconnaissent pas. Et si un pays a des relations diplomatiques avec l'Allemagne de l'Est, il n'en a pas avec l'Allemagne de l'Ouest. Et inversement. Donc on est quand même au pic de la guerre froide. Staline est encore au pouvoir. Et donc ensuite, chacun fait de la propagande. Ce qui va changer, alors je ne sais pas où vous en êtes dans votre continuum, c'est plutôt que la Corée du Nord va devenir le client de l'URSS et de la Chine. Au départ, c'est la partie la plus riche de Corée,
parce que c'est là où il y a le plus de mines et d'industries. Et la Corée du Sud va devenir la cliente des États-Unis. C'est une dictature militaire très féroce au départ. Donc ce sont deux dictatures militaires qui s'affrontent, une communiste, une capitaliste, mais ce sont deux dictatures militaires très répressives. Sauf que la présence des Américains, l'ouverture pour la Corée du Sud au marché américain, les soldats qui dépensent, l'ouverture aussi aux technologies américaines va faire que la Corée du Sud va devenir l'un des tigres asiatiques avec Singapour, Taïwan et Hong Kong et va connaître un développement qui va amener une démocratisation. Et dans les années 80, la Corée du Sud va se démocratiser, la dictature militaire va tomber et être remplacée par un régime avec une très forte société civile. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays non seulement démocratique, où il y a des alternances politiques, où les syndicats, les ONG, les associations sont très forts, et avec une vraie vie civile, une vraie opinion, alors qu'à l'inverse, la Corée du Nord est le dernier État totalitaire à la surface de la planète. Vous avez plein d'États autoritaires dans le monde, mais le dernier État totalitaire dans lequel vous ne dites pas à votre femme ce que vous pensez du régime, de peur d'être envoyé au goulag ou à votre mari, etc. Comme du temps de Mao, de Staline. On ne parle pas en famille de politique du peur d'être dénoncé par un membre de la famille. Ça existe encore en Corée du Nord, et ce n'est plus qu'en Corée du Nord où ça existe, parce que, y compris en Chine, qui a toujours un régime autoritaire, on peut quand même, enfin, il n'y a pas ce tel degré de répression. Vous avez parlé de Kim Il-sung. Est-ce que, en fait, cette guerre de Corée a permis de renforcer son autorité au sein de la Corée du Nord? Et est-ce que c'est ça qui a créé, en quelque sorte, le régime nord-coréen actuel? Non, parce qu'il n'y a pas une guerre entre les deux Allemagnes. Il y a eu un régime communiste répressif en Allemagne de l'Est. Donc c'était déjà inscrit, il était déjà dictateur et répressif avant de faire la guerre. Mais c'est vrai que quand vous avez une guerre ou des menaces extérieures, vous avez toujours plus facilement de vous rassembler plus facilement la population autour de vous, parce que vous apparaissez comme le grand protecteur, le grand père des peuples. Et tout régime, et c'est vrai, y compris aujourd'hui, dans tout pays, dès que vous avez des menaces extérieures, le régime se renforce. Et il contrôle plus facilement la population. Sauf que disons que les Nord-Coréens n'ont jamais suivi la voie de la Chine de s'ouvrir économiquement tout en gardant un contrôle politique relativement étroit. Et donc les Chinois ont honte des Nord-Coréens parce qu'ils ont échoué économiquement, et c'est un fardeau, c'est faux de dire qu'ils les contrôlent. Pour les Chinois, les Nord-Coréens sont un peu comme l'oncle un peu lourdeau, ivrogne et qui a les mains baladeuses, mais qu'on est obligé quand même d'inviter au mariage parce qu'il fait partie de la famille, même s'il fait un peu honte, mais bon, il est bon. C'est ça la Corée du Nord pour le régime chinois aujourd'hui. Mais donc Kim Il-sung, lui, a jamais ouvert parce que, et en fait, il y a une sorte de logique dans le régime nord-coréen, c'est qu'ils ne veulent pas s'ouvrir parce qu'ils pensent que s'ils commencent à s'ouvrir, c'est la débandade, c'est la chute du régime. Et ils ont vécu comme une catastrophe le fait que Gorbatchev libéralise l'Union soviétique et du coup soit emporté dans la chute du pouvoir. Une autre particularité du régime nord-coréen est la dynastie familiale. Comment s'est installée cette dynastie, justement? Ça, c'est vraiment c'est unique. C'est unique parce que Ceausescu a essayé de faire pareil, mais il n'en a pas eu le temps et on l'a abattu en 90, alors que lui aussi avait prévu de faire ce régime à part qui est du communisme héréditaire. Et donc, dans un régime qui est quand même légèrement paranoïaque, Kim Il-sung pensait que seul son fils pouvait assurer le pouvoir, la continuité, il a été formé. Et puis, on en est à la 3e génération avec Kim Jong-un. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, certains se sont dit « Oh, il a été élevé en Suisse, donc il doit être occidentalisé, il doit être un peu plus ouvert. » Oui, il est ouvert au sens où il connaît assez bien les régimes occidentaux. Il joue assez bien avec les contradictions ou les faiblesses des régimes occidentaux, mais sa vision est purement répressive, tout simplement parce que, de même que, enfin, vous vous rappelez de la phrase de Delors disant que l'Europe c'est comme une bicyclette, si on pédale pas, ça tombe. En fait, on pourrait dire que pour les Kim, c'est si on réprime pas, ça tombe. Et donc, il continue à réprimer parce qu'il pense que la moindre ouverture peut être fatale. Donc, il n'y a pas de contact extérieur, sauf de façon très modeste, parce que même ce régime ermite n'arrive pas à couper tout contact avec le monde extérieur. Il y a des DVD où la principale menace pour le régime nord-coréen, ce sont les soap opéras sud-coréens, parce que quand
par échange de DVD ou de cassettes ou par le fait que l'on lance qu'on y balance comme ça, les Nord-Coréens voient que dans l'enfer sud-coréen où la propagande leur dit que c'est tous les jours, que c'est la misère, que eux au moins sont protégés, que grâce à 3 générations exceptionnelles de dirigeants, ils sont à l'abri du besoin, ils sont sécurisés, etc. Ils voient quand même que les voitures, et en plus dans les soap-opéras, généralement, on va plutôt magnifier le mode de vie, ils voient qu'ils ont affaire à des gens qui ont un mode de consommation qui n'est pas du tout la même. On disait du temps de la division allemande, du temps du mur de Berlin et du rideau de fer, que l'Allemagne se réunifiait tous les jours à 19h, parce que c'était l'heure du journal télévisé, et que les Allemands de l'Est regardaient le journal télévisé ouest-allemand. Et ils se sont dit, ah bah tiens, les Mercedes, c'est quand même mieux que les Trabants. Et donc ça a accéléré un peu leur désir de réunification. Et ça, que font les régimes nord-coréens ? Des fois, pour être sûr que personne n'a ce type de cassette dangereuse, ils arrivent dans un immeuble, ils coupent l'électricité de l'immeuble, et ils vont frapper porte à porte pour voir ce qu'il y a dans le lecteur de DVD ou le magnétoscope, s'il n'y a pas, une fois qu'ils ont remis le courant, ces choses interdites. Mais sinon, donc, c'est un régime complètement fermé, avec un petit début de circulation, mais les Nord-Coréens ne savent pas ce qu'est le monde extérieur. Les Nord-Coréens on se demande toujours, est-ce que les scènes de douleur que l'on voit à l'enterrement d'un dignitaire ou de joie intempestive lorsqu'ils voient leurs dirigeants, est-ce que c'est du chiquet ou est-ce qu'ils le font parce qu'ils ont une mitraillette dans le dos ? Il y a une part de réel. Ils sont pris en otage depuis 60 ans. Donc si vous passez 60 ans dans une pièce vide, sans contact avec le monde extérieur, vous allez un peu croire ce que votre geôlier vous raconte. Et donc il y a une part de réalité dans... disons, l'adhésion au régime, parce que simplement, ils sont pris en otage, ils n'ont pas connaissance, pour la plupart, du monde extérieur. Et quelles sont donc les principales différences culturellement parlant avec la Corée du Sud ? En fait, au départ, c'est la même société. Ils sont, mais maintenant, il y a des gens qui vivent à l'âge de pierre, et c'est les pierres à feu contre des gens qui sont au XXIe siècle. C'est-à-dire que les Sud-Coréens n'ont pas de différence avec vous ou avec moi. Ils ont, ils sont mondialisés, ils sont globalisés. Donc ils ont des problèmes nationaux, mais ils savent qui est Cristiano Ronaldo et qui est le pape François. Les Nord-Coréens, je ne crois pas. Donc en fait, vous avez des citoyens qui appartiennent au monde, qui sont en échange permanent. La Corée du Sud est un des pays les plus branchés, les plus hautement technologiques, etc. Donc qui sont en relation avec le reste du monde, alors que la Corée du Nord est fermée. La culture coréenne est toujours partagée. Mais aujourd'hui, s'il y avait une réunification, et c'est pour ça d'ailleurs que personne ne la souhaite, je ne sais pas si on y reviendra par la suite, un Coréen du Sud et un Coréen du Nord ont certainement autant à voir l'un avec l'autre que vous avez à voir avec votre traîtrise aïeul qui vivait au début du 19e siècle. Vous êtes tous les deux français, mais vous n'auriez pas grand-chose, enfin, à mon avis, de commun avec votre arrière grands-parents. C'est ça, je crois, la différence qu'il y a entre un Nord-Coréen et un Sud-Coréen aujourd'hui. Il existe également des différences économiques notables, oui, qui sont notamment le développement d'une économie de marché en Corée du Sud. Et est-ce que c'est le cas également en Corée du Nord, même de façon embryonnaire ? Non, pas du tout. Tout appartient à l'État. La Corée du Sud, c'est le 12e PIB mondial. Donc un pays qui était entièrement détruit en 1950. Qui a été entièrement détruit. Si vous voyez des photos de Séoul après, parce que les Nord-Coréens sont passés par Séoul une fois, puis ils sont repartis dans l'autre sens. Donc, et puis les Américains ont bombardé. Donc c'était Berlin 45 ou Raqqa aujourd'hui, Séoul en 53. Donc ce pays, bien sûr de façon très autoritaire dans un premier temps, a bâti une économie qui est complètement globalisée, de haute technologie, avec des fleurons technologiques et commerciaux extraordinaires. Donc les Sud-Coréens ont un des PIB les plus élevés du monde par tête d'habitant, alors que les Nord-Coréens sont au stade de survie. Pour la plupart d'entre eux, il paraît que ça s'est un peu développé au cours des 2 dernières années, qu'il commence à y avoir plus de magasins, mais l'économie nord-coréenne est une économie de survie, pas du tout de consommation. Les Nord-Coréens ne partent pas de chez eux, alors que les Sud-Coréens voyagent beaucoup, achètent beaucoup, sont une fois encore complètement reliés avec le reste du monde. Les Nord-Coréens, c'est un pays ermite où les gens, s'ils partent de chez eux, c'est pour aller bosser dans certains pays, dont la Russie, dont la Chine,
comme en fait d'esclaves. Enfin, ce sont les travailleurs détachés, mais pas à la polonaise. Ce sont les travailleurs détachés où ils vont bosser pour avoir un salaire et qui revient directement dans les caisses de l'État nord-coréen, et leur famille a une petite différence. Et donc l'écart entre les deux Corées, il est abyssal aujourd'hui, aussi bien en termes de revenus, et d'un certain côté, ça va avec, pas seulement, en termes d'information, ils n'ont pas la même connaissance, ils ne vivent pas dans le même monde. Ils ne vivent pas dans le même monde, ils n'ont pas les mêmes revenus et ils n'ont pas les mêmes réactions par rapport au reste des événements. L'une des principales raisons pour lesquelles la Corée du Nord est considérée comme un pays ermite est due aux sanctions, en réalité, aux sanctions internationales à cause des États-Unis principalement. Comment réussissent-ils à se financer, en définitive ? Le fait que la Corée soit comme un pays ermite, ce n'est pas dû aux sanctions, parce que les ermites, ils ne sont pas sanctionnés. C'est eux qui s'en vont, qui s'isolent du monde. Et donc, au départ, l'isolement de la Corée du Nord, c'est un isolement volontaire. On ne veut pas être pollué par le monde capitaliste, parce que si on a des relations avec eux, ils vont amener leurs idées, ils vont amener leur propagande, ils vont amener... Donc, dans un premier temps, c'est la Corée du Nord qui se rétracte sur elle-même et qui n'accepte des relations qu'avec Myanmar, la Russie, la Chine, et qui veut en avoir le moins possible. Bon, ensuite, les sanctions récentes, depuis quelques années, depuis peut-être 5-6 ans, sont venus se greffer là-dessus. Comment ils font cela ? Eh bien, bon, il y a des sanctions qui ne sont pas tout à fait appliquées. Ils font beaucoup de marché noir. Il y a pas mal de choses qui passent par Macao, qui est d'ailleurs où le demi-frère de l'actuel dirigeant vivait, et donc et où il y a un contrôle assez laxiste. Et ils vivent aussi pas mal de contrebande. Et puis aussi... les Chinois et les Russes, tout en étant très en colère contre le comportement nord-coréen, qui est, contrairement à ce que pensent certains, contraire à l'intérêt national chinois dans l'affaire, ne veulent pas non plus que la Corée du Nord s'effondre. Donc personne ne veut que la Corée du Nord s'effondre, surtout pas les Sud-Coréens, parce qu'ils n'ont pas envie de récupérer 25 millions de types absolument pas développés économiquement, pas du tout adaptés. Les Sud-Coréens se rendent compte du prix de la réunification allemande. Mais l'écart entre les Sud-Coréens et les Nord-Coréens, il est 10 fois plus, 100 fois plus important qu'entre les Est et les Ouest allemands. En plus, il y avait à l'époque 4 Allemands de l'Ouest pour 1 Allemand de l'Est. Donc il y avait 4 riches pour un pauvre, pour faire court. Là, il y a 2 riches pour un pauvre, qui est beaucoup plus pauvre que ne l'était l'Allemand de l'Est. Et puis, vous n'avez pas l'Union asiatique pour payer la note de la réunification, comme l'a fait l'Union européenne. Donc, les Sud-Coréens sont les derniers à vouloir la réunification. Et les Chinois non plus n'en veulent pas, parce que réunification voudrait dire des soldats américains à leurs frontières. Donc, en fait, et puis les Japonais n'en veulent pas, parce que ça voudrait dire sentiment national nord-coréen, enfin coréen, contre les Japonais. Et les Américains n'en veulent pas parce qu'ils se disent que s'il y a réunification, leur justification de leur présence stratégique en Corée du Sud n'aurait plus cours et que ça laisserait la porte ouverte à la Chine. Donc personne, tout le monde dit qu'il souhaite la réunification, mais personne ne la souhaite. Et bien sûr, pas les Nord-Coréens, parce qu'ils savent très bien que si la réunification, ça ne serait pas à leurs conditions, mais plutôt aux conditions sud de la Corée du Sud. Et par rapport à la pauvreté justement chronique en Corée du Nord, il y a énormément d'aide humanitaire qui vient des pays étrangers. Et à cet égard, quel rôle joue la solidarité internationale dans l'économie nord-coréenne ? Elle joue de moins en moins parce que les sanctions viennent empêcher cette solidarité. Et donc, on n'envoie pas d'aide à un pays qui est sous sanctions. Sinon, là, du coup, ça joue moins. Ça a été important pendant quelques temps. Alors, pendant très longtemps, il y a un président sud-coréen, Kim Dae-jung, qui était élu en 1998 et qui était un ancien dissident qui avait été en prison parce qu'il voulait avoir des contacts avec la Corée du Nord, ce qui était interdit en Corée du Sud dans les années 80. Il est élu en 1998 et il veut s'inspirer justement de ce qu'ont fait les Allemands avec l'Ostpolitik. Il va lancer la Sunshine Policy, la politique du rayon de soleil, en prenant en modèle l'Allemagne. L'Allemagne, tant qu'elle a refusé les contacts avec l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest n'a pas été la réunification. Quand Egon Bahr et Willy Brandt se sont dit il faut accepter des contacts pour se rapprocher, ils avaient été accusés par les chrétiens démocrates de l'époque de trahir l'intérêt national allemand. Mais en fait, c'est cette Ostpolitik qui a permis de montrer aux Allemands de l'Est qu'il y avait de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est ça qui a permis le rapprochement. Donc Kim Dae-jung a voulu faire la même chose entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Il a donné une aide économique, etc. Mais ça s'est effondré pour plusieurs raisons, notamment avec l'arrivée de George Bush au pouvoir, qui, dans son célèbre et catastrophique discours de janvier 2002, met la Corée du Nord
dans la liste de l'axe du mal, pour une raison très simple. Il s'est aperçu que, bon, il voulait taper sur l'Irak, il met l'Iran aussi parce que c'est le diable. Il s'est dit, ah non, il y a que des pays musulmans, il faut que je fasse attention. Et donc, on va mettre la Corée du Nord. Et voilà comment c'est arrivé. Mais on est arrivé, Madeleine Albright raconte dans ses mémoires qu'on était arrivé presque à un moment où le désarmement nord-coréen était possible grâce à cette politique. Et Madeleine Albright est allée à Pyongyang pour rendre visite à Kim Jong-il. Et on était près d'un accord, mais ensuite Bill Clinton n'a pas pu aller à Pyongyang parce qu'il négociait à Camp David entre Israéliens et Palestiniens. Et ensuite, George Bush est arrivé, donc il a tout renvoyé. Et les Nord-Coréens se sont dit, oula, l'axe du mal, ok, eh bien, il vaut mieux garder les armes nucléaires parce qu'on a vu ce que ça donnait. Milosevic n'avait pas d'armes nucléaires, il a été renversé. Et donc, il y a vraiment une occasion historique qui a été manquée. Et aussi, Emmanuel Albright le raconte, parce que les Américains ne voulaient pas mettre en question le système de défense antimissile qui est censé protéger contre l'armement nord-coréen. Mais si la Corée du Nord désarmait, il n'avait plus d'utilité. Et donc là, on est dans le paradoxe des paradoxes, c'est que vous avez un programme, et vous voyez le poids du complexe militaire-industriel aux États-Unis, vous avez un programme qui est censé vous défendre contre une menace, vous pouvez éliminer la menace par la négociation, et là, les gens disent, oula, mais c'est très dangereux, il n'y a plus de menace. Donc nos programmes militaires n'ont plus d'utilité s'il n'y a plus de menace. Il faut surtout ne pas éliminer la menace pour pouvoir continuer à justifier nos programmes militaires. Mais n'était-ce pas aussi la faute de M. Bush que c'est à cause de lui en fait que les accords n'ont pas réussi à être signés en somme toute? Il occupe, lui et puis la guerre d'Irak, il occupe une très grande responsabilité. On pourrait dire aussi, après l'intervention en Libye que la France a menée, de façon dont on voit chaque jour quelle réussite elle a été, parce que tout simplement, quand on dit que Kim Jong-un ou que les dirigeants nord-coréens ne sont pas rationnels, vous entendez ça régulièrement dans les débats, non, ils sont plus que rationnels. Ils sont tout à fait rationnels. Parce que leur but, c'est pas de réunifier la Corée, ni le bonheur de leur peuple, c'est de se maintenir au pouvoir. Et ils y arrivent très bien, en passant un régime qui échoue économiquement et qui arrive dans la troisième génération successive de gouvernement, c'est qu'ils atteignent leur but. Et donc, pour les Nord-Coréens, si Saddam Hussein, ou si Kadhafi, ou si Milosevic avaient eu l'arme nucléaire, ils seraient encore au pouvoir et vivants. Donc il n'y a aucune chance, absolument aucune chance, que la Corée du Nord renonce aux armes nucléaires. Et la guerre d'Irak de 2003, où le fait de placer la Corée du Nord dans l'axe du mal, dans le discours de janvier 2002, a été une incitation à la prolifération. Donc il faut s'habituer à vivre avec une Corée avec des armes nucléaires. La Corée du Nord ne désarmera pas, disons, à échelle, à vue humaine prévisible, tout simplement parce que l'arme nucléaire, c'est l'assurance vie du régime. Et ils savent très bien que s'il n'y avait plus d'armes nucléaires, vous aurez une campagne en disant c'est scandaleux la violation des droits de l'homme en Corée du Nord, il faut intervenir pour libérer la population nord-coréenne, etc. Et que là, on n'entend pas ça. Et justement, comment la Corée du Nord a réussi à obtenir cette arme nucléaire malgré son isolement et les sanctions? L'isolement était moins grand dans les années 80-90. Mitterrand, en campagne électorale en 81, visite deux pays, la Chine et la Corée du Nord. Ça peut paraître incroyable, mais donc la Corée du Nord n'était pas isolée, parce que c'était la guerre froide, donc la Corée du Nord différait peu d'autres régimes communistes existants à l'époque. Et Védrine raconte, il y a un bouquin assez marrant, la diplomatie par la cuisine des chefs d'État, il raconte les repas, Pékin en 83, quand ils y retournent, c'est pas du tout moderne. Vraiment, tous les pays sont comme ça. Et donc, comment ils font? Quand votre priorité, c'est le programme militaire, vous arrivez à faire des choses. Ils ont été aidés par les Pakistanais, et notamment par Khan, qui est le père du programme nucléaire pakistanais, qui, pour des raisons, je dirais, plus privées, a aidé, donc d'intérêt personnel pour faire court, a aidé les Coréens du Nord à développer leur programme. Ils ont également bénéficié un peu d'espionnage, et puis ensuite, les Chinois ne les ont pas aidés, parce que aucun pays qui a l'arme nucléaire ne veut que d'autres les rejoignent dans un club nucléaire. Tout pays qui a l'arme nucléaire pense que c'est un privilège, et généralement, ceux qui ont des privilèges, allez savoir pourquoi, n'aiment pas trop les partager. Donc les Chinois ou les Soviétiques, la rupture entre la Chine et l'Union soviétique, c'est pas sur des querelles idéologiques, c'est sur le fait que la Chine veut avoir un nucléaire pour être indépendante de l'URSS.
Donc, et la rupture entre la France et les États-Unis, c'est aussi parce que la France veut avoir l'arme nucléaire et que les États-Unis ne veulent pas que la France ait l'arme nucléaire. Parce qu'ils savent qu'elle sera indépendante des États-Unis. Et c'est pour ça que De Gaulle a pu devenir indépendant et puis Mitterrand ensuite des États-Unis. Donc la Chine n'a pas aidé la Corée du Nord parce qu'ils savent ce qui se passe maintenant. C'est que comme la Corée du Nord a l'arme nucléaire, quand le grand frère chinois dit « c'est pas bien ce que vous faites », bah, la Corée du Nord leur fait un bras d'honneur en disant on fait ce qu'on veut et on a l'arme atomique et on est indépendant. Donc les Chinois n'ont pas aidé, mais il y a un peu d'espionnage, un peu Cannes et ensuite les moyens. Et pendant très longtemps, les Coréens du Nord avaient ce que Jean-Luc Domenach a joliment qualifié de stratégie d'extorsion. Il disait oui, nous... Bon, les Coréens du Sud, c'est bien, ils font des ordinateurs, des voitures, des bateaux, bravo, c'est bien. Nous, ce qu'on sait faire, c'est des missiles et des bombes. Donc, mais on a besoin de devises. Donc, si vous voulez pas qu'on exporte nos missiles ou nos bombes, bah, faut nous aider financièrement, parce que sinon, on exporte ce que l'on sait exporter. Et donc, en échange de ne pas exporter leurs missiles à la Libye, par exemple, ou à d'autres pays, eh bien, parce qu'ils ont exporté, dans les années 80-90, ils ont exporté des missiles en Arabie Saoudite. Donc il n'y a pas de connexion idéologique. Huntington, il y avait vu une connexion confucéo-islamique. Bon, non, c'est des ventes d'armes, c'est tout. C'est pour avoir des devises. Mais bon, donc ils avaient cette politique active. Et puis ensuite, bah, voilà, la priorité. Vous vous rappelez cette phrase de Khrouchtchev qui disait « on va fabriquer des bombes comme des saucisses ». Résultat, les soviétiques n'avaient pas de saucisses à manger. Bah, en Corée du Nord, c'est pareil. Est-ce que le Pakistan a aussi un rôle à jouer au sein du nucléaire iranien, pour faire un parallèle en fait avec la scène internationale? Alors non, parce que le Pakistan est un pays, alors il y a eu quelques connexions, mais très rares. Les Pakistanais, ce sont les Saoudiens qui se sont adressés aux Pakistanais pour les aider à financer leur programme nucléaire, en disant on aura une bombe. Et le Zia avait vendu cela en disant toutes les civilisations ont une bombe nucléaire, il faut que l'islam en ait une aussi. Mais il n'y a pas trop de connexion pour l'instant entre le Pakistan et l'Iran. Le Pakistan est plus lié aux Saoudiens qu'à l'Iran qui, comme vous le savez, n'a pas d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite pour le moment. Et est-ce que vous pensez que la Nord-Corée, enfin l'action de prolifération nucléaire au sein de la Corée du Nord peut être une menace en fait pour l'accord nucléaire iranien? Ah, oui, disons plutôt, c'est que quand Trump dit je vais défaire cet accord nucléaire iranien qui est le pire accord jamais passé, etc., il n'incite pas la Corée du Nord à dire je fais confiance aux États-Unis, je vais signer un accord avec eux de dénucléarisation en échange d'une aide. Donc c'est un piège absolu. Et on peut dire que bon, le fait qu'on ait un régime à la fois erratique et un peu brutal en Corée du Nord, c'est comme ça depuis le départ. Et depuis les années 90, on sait qu'ils ont une capacité, ou on peut craindre qu'ils ont une capacité nucléaire. Peu importe de savoir si elle est réelle ou pas. Il suffit que l'on craigne qu'il l'ait. Et puis, il ne faut pas oublier que Séoul n'est qu'à 60 km de la frontière. Donc, Séoul peut être détruit en 2 minutes. Et Tokyo est également à portée de missiles. Donc ça, le fait qu'un dirigeant nord-coréen régulièrement menace pour qu'on se rappelle de lui, pour obtenir une aide, c'est comme ça depuis des années. Le fait que l'on ait un président américain qui qui réagisse comme le ferait un animateur télévisé ou un président nord-coréen, en fait, ou un animateur télévisé nord-coréen, ça, c'est nouveau. Et ça ajoute effectivement beaucoup de désordre, parce qu'on peut calculer la réaction de la Corée du Nord, mais le fait d'avoir une réaction qui peut paraître aussi, disons, mal calculée de la part du président américain vient surjouer ou augmenter le nombre d'inconnus qu'il y a dans l'équation. Et justement, Trump ne joue pas au madman dans cette crise, c'est-à-dire simuler une forme de folie pour cacher une forme de rationalité. Oui, les deux. C'est la dissuasion du fou au fou. Parce que Kim Jong-un fait la même chose. Kim Jong-un fait la même chose en disant « Attention, je peux attaquer l'île de Guam. Attention, je peux détruire... » Quand il envoie un missile au-dessus du Japon, le message, c'est qu'il peut raccourcir le tir et l'envoyer sur le Japon. Et là, l'indice Nikkei, s'il y avait un missile sur Tokyo, l'indice Nikkei chuterait et vos copains à Nice, là, ils auraient quelques problèmes pour trouver des stages, voire du boulot après, quoi. Bon. Donc Kim Jong-un aussi joue au fou. Et Trump joue au fou, sauf que la façon dont Trump joue au fou va simplement montrer que c'est l'empereur aux habits neufs. Le roi est nu.
Parce que quand Trump dit « je vais détruire la Corée du Nord et je vais voir Mr. Little Rocketman et que je vais tout débarrasser », il sait bien qu'il ne peut pas le faire. Et donc jouer au fou, quand Nixon joue au fou en disant « je vais envoyer du napalm sur tout le Sud-Vietnam », ou le Nord-Vietnam, pardon, sur tout le Vietnam et je vais bombarder, on sait qu'ils peuvent le faire parce qu'ils l'ont déjà fait avant. Et qu'ils peuvent envoyer des tas de bombes sur le Vietnam et qu'il vaut mieux négocier. Bon. Mais quand vous dites « je vais envoyer des armes et détruire la Corée du Nord », alors bien sûr, ils gagneraient très rapidement la guerre, mais entre-temps, il y aurait un missile sur Séoul et un autre sur Tokyo. Et donc et puis les Chinois qui diraient « qu'est-ce qui se passe quand même ?» Donc ça serait une guerre qui impliquerait les 3 premières puissances économiques mondiales, les États-Unis, la Chine, le Japon, et la 11e ou 12e, la Corée du Sud. C'est simplement la 3e guerre mondiale. Donc en fait, quand Trump annonce ce type de déclaration, il ne peut pas, c'est une épée c'est un sabre de bois, parce qu'il ne peut pas attaquer la Corée du Nord. Attendez, je vous permets de vous interrompre, parce qu'en fait, on a une petite vidéo où vous utilisez déjà l'expression épée en bois, donc, normalement qui va s'afficher. Pour Trump, ce qui est gênant, c'est qu'on va très vite s'apercevoir de son impuissance. C'est qu'il fait des menaces en Il est déjà démenti par la plupart de ses conseillers, experts. Il dit quelque chose et derrière, les conseillers passent et disent non, mais... En fait, par rapport à la Corée du Nord, il a une épée en bois. Voilà. Donc en fait, que je me répète, c'est ça? Non, pas du tout. Moi, je me contredis pas. C'est pour dire que nous, on a bien fait notre devoir, plus exactement. D'accord. Mais donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer plus amplement cette... La dissuasion, c'est quoi? C'est une menace crédible. Si, par exemple, De Gaulle ou Mitterrand disaient « si l'Union soviétique passe la frontière et envoie des chars en France, nous, on envoie une bombe sur Moscou ». Du coup, l'URSS se dit c'est ça la dissuasion nucléaire, c'est qu'il n'y a aucun gain possible qui est supérieur aux pertes envisagées, si vous pouvez détruire tout. Mais donc, si vous voulez dissuader un adversaire, il faut que ce soit crédible. Quand, une fois encore, Kim Jong-un dit « si vous m'attaquez, je rase Séoul », oui, c'est crédible. Mais quand Trump dit « si la Corée du Nord ne désarme pas, je vais raser la Corée du Nord », ce n'est pas crédible parce qu'il a les moyens de le faire, mais il sait que le prix à payer serait énorme. Donc, il fait une menace dont il n'a pas les moyens de mettre en œuvre. Et donc, c'est tout à fait contraire à la dissuasion. Et au contraire, il perd en crédibilité. Parce que vous ne pouvez mettre en route des menaces que si vous pouvez possiblement les mettre à exécution et donc faire peur à votre adversaire ou votre partenaire pour qu'il vous cède. Mais là, il agite des menaces qu'il ne peut pas mettre en œuvre. Donc, il fait, et c'est ce que lui reproche la plupart Mezzavoce, quand son secrétaire d'État, Rex Tillerson, dit que c'est un abruti, après pour le nier, bien sûr, c'est parce qu'il dit ne cherche pas à négocier avec la Corée du Nord, mais il n'y a pas d'autre façon de négocier. Alors on peut dire que c'est pas agréable, etc. Mais je veux dire, il y a pire, pour reprendre l'expression d'Hubert Védrine, il y a pire que la réelle politique, c'est l'irréel politique. Penser qu'on va soit détruire la Corée du Nord sans qu'ils réagissent, soit que la Corée du Nord, tout d'un coup, pris d'une vocation humaniste, va dire « l'arme nucléaire, c'est pas bien, on va tout renoncer à tout parce que c'est quand même mieux sans ». Non, ce sont deux voies. Rien. Et donc, ce que demande Trump, que la Corée du Nord cède, soit stratégiquement, soit militairement, ça n'arrivera pas. Parce que, tout simplement, la Corée du Nord a les moyens de résister. Si on était dans les années 50-60, que la Corée du Nord n'est pas l'arme nucléaire, eh bien oui, effectivement, la Corée du Nord peut être reconquise. Mais là, on n'est plus dans le même rapport de force. Puisque la dissuasion nucléaire a ceci de particulier, c'est comme l'avait théorisé le général Poirier, c'est qu'elle libère de la loi du nombre. Même si la Corée du Nord n'a qu'une arme nucléaire, et qu'on peut penser qu'elle va atterrir sur Tokyo, on ne fait rien. Et les 6 000 ou 4 000 armes nucléaires américaines en face, une arme nucléaire contre 4 000 armes nucléaires, match nul. C'est la dissuasion. Et en termes d'arsenal nucléaire, est-ce qu'on peut dire que la Corée du Nord est en phase de devenir une puissance nucléaire? Peu importe. On peut penser qu'elle l'est déjà. Ensuite, il y a l'arme nucléaire et puis il y a le vecteur. Jusqu'où peut-on emporter l'arme nucléaire? Et là-dessus, les Américains ont un peu un discours contradictoire. Ils disent « Ah, les missiles nord-coréens peuvent atteindre les États-Unis, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un système de défense antimissile. » Et puis après, ils disent « Mais non, on est tranquille, etc. » Donc c'est un peu contradictoire. Mais en tous les cas, c'est encore ça la dissuasion. Peu importe que vous soyez en mesure d'atteindre votre adversaire, si lui pense que vous avez une chance sur 1000 de le faire. Si vous pensez que vous avez une chance sur 1000 d'être détruit, vous ne faites rien.
Et par contre, pour être sûr de vous, vous devez penser à avoir 999 chances sur 1000 de succès. Donc cet arsenal existe en tant qu'arme nucléaire. Sur les vecteurs, ils n'ont pas les vecteurs probablement pour atteindre les États-Unis, mais ils ont les vecteurs, ils l'ont prouvé par leurs essais de missiles, d'atteindre une fois encore le Japon et la Corée du Sud, ce qui est largement suffisant. Donc ils ont une capacité de dissuasion par les dégâts qu'ils pourraient créer aussi bien en Corée du Sud qu'au Japon, et donc dans le système mondial. Parce qu'une fois encore, s'il y a 2 bombes nucléaires sur Tokyo et sur Séoul, ou même une pluie de missiles conventionnels classiques, le monde a quand même un autre visage. Et par rapport au Japon, du fait de son passé nucléaire, comment la population vit la menace actuelle ? Bon, vous avez vu que Shinzo Abe, qui est un révisionniste, dont le grand-père était enfin militariste, veut changer la constitution japonaise. Et Shinzo Abe voit dans la crise nord-coréenne une aubaine. Une aubaine, pourquoi ? Parce que, déjà, oui, les Coréens du Nord n'aiment pas trop les Japonais aussi parce que le Premier ministre de l'époque avait dit que la guerre de Corée était un miracle, un cadeau des dieux pour le Japon. Pourquoi ? Parce que c'est à partir du moment où il y a eu la guerre entre les 2 Corées que les Américains qui voulaient maintenir le Japon à un stade de développement agricole se sont dit non, le Japon, en fait, c'est notre porte-avions insubmersible dans le Pacifique. Et donc, on va permettre des installations. C'était aussi tous les soldats américains arrivent au Japon avant d'aller combattre en Corée. Et donc, le Japon s'est développé grâce à la guerre de Corée. Et ils ont eu la bêtise de le dire, ce que les Coréens Nord et Sud n'ont pas trop apprécié. Et aujourd'hui, pour Shinzo Abe, qui veut augmenter les dépenses militaires plus par rapport à la Chine que par rapport à la Corée, le fait qu'il y ait cette menace nord-coréenne, c'est un cadeau des dieux nouveau parce que ça légitime sa montée en puissance des dépenses militaires. C'est pour ça que les Chinois sont furieux contre la Corée du Nord. C'est qu'à cause de l'agitation que les Nord-Coréens font, le Japon se réarme, et ça, s'il y a quelque chose que les Chinois détestent, c'est un réarmement japonais, et il y a le système de défense antimissile que le nouveau président sud-coréen ne voulait pas qu'il se met en place parce qu'il est obligé de l'accepter du fait de l'agitation de la menace nord-coréenne. Et les Américains renforcent leur présence dans le Pacifique, ce que veulent pas non plus les Chinois. Donc pour les Chinois, l'action actuelle des Nord-Coréens, c'est tout sauf quelque chose qu'ils souhaitent et qu'ils contrôlent. Ça va à l'encontre de leur visée stratégique. Plus le fait que ça prouve qu'ils n'ont pas d'influence sur la Corée du Nord, ce qui est toujours un petit peu gênant quand vous êtes censé être la puissance montante mondiale. Oui, surtout qu'en plus, la Chine, on l'a souvent considérée comme le collier étrangleur de la Corée du Nord, et qu'effectivement, maintenant, ils n'ont plus de main mise sur cette Corée. Est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans ces négociations ? Oui, la Corée, enfin la Chine, la Corée du Sud, la Russie peuvent jouer un rôle, pas le Japon. Et en fait, pas trop les États-Unis. Les bons intermédiaires, ça serait les Sud-Coréens, ça serait les Russes ou les Chinois. Mais il faut, pour cela, pour danser le tango, il faut être 2. Et là, on voit que Trump n'est pas trop à danser le tango et qu'il faut calmer un peu. Il faut rentrer dans le jeu des Nord-Coréens pour les calmer. Ils attendent en fait d'être pris au sérieux. Mais peut-être que Trump va leur donner. Ce que cherche Kim Jong-un, c'est en fait un face-à-face avec Trump. Avoir la reconnaissance, son triomphe, ça serait que les États-Unis, présentés comme la superpuissance menaçante depuis des années, le reçoivent parce qu'il pourrait dire à sa population « j'ai gagné ». Vous voyez, les impérialistes américains, etc., sont obligés de reconnaître le succès du régime nord-coréen. Donc c'est ça qu'ils recherchent. Alors bien sûr, le Pentagone et les généraux qui entourent Trump ne veulent pas lui donner ce succès, mais on n'est pas à l'abri d'un jour où Trump se réveille et au lieu de vouloir bombarder, bon, ça serait quand même d'ailleurs moins gênant quand même, se disent « je suis quand même le meilleur négociateur que la Terre ait jamais porté depuis des siècles et donc je vais faire le deal, ce que tous mes abrutis de prédécesseurs n'avaient pas pu faire et donc je vais avoir un deal avec Kim qui est finalement un type formidable et qui est... on ne peut pas l'exclure totalement. » Mais est-ce que Trump est-ce qu'il n'est pas obligé, en somme toute, en fait, d'amorcer ces négociations ? Parce que... pour l'instant, en fait, il fait de l'agite-prop. Donc les deux font de l'agite-prop. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Chacun joue au fou. Sauf que quand le dirigeant nord-coréen joue au fou, on y est habitué. C'est pas très grave. L'impact de la Corée du Nord sur les affaires mondiales, mis à part cette crise, mais qui est
toujours contenu, n'est pas très fort, parce que la dissuasion joue tout simplement. Par contre, quand vous avez un président américain qui fait de l'agit-prop sur la Corée du Nord, mais qui du coup en fait également sur l'Iran, qui en fait sur l'accord transpacifique, qui en fait sur plein de choses, c'est quand même là beaucoup plus inquiétant parce que le poids des États-Unis dans le monde est quand même sans commune mesure avec le poids de la Corée du Nord sur les affaires mondiales. Donc c'est ça qui fait quand même le côté un peu disruptif de l'événement, c'est qu'on a un président américain qui, une fois encore, dans ses réactions publiques, se conduit plus toujours comme animateur de show télévisé qu'il est resté, parce que en fait, il ne s'adresse pas au monde, il s'adresse même pas au peuple américain, il s'adresse à ses électeurs. Et ses électeurs adorent quand on dit c'est quand même pas des Coréens qui vont nous embêter, puis ils le disent autrement, et puis tous ces organismes internationaux, c'est quand même une entrave à la souveraineté américaine. Enfin, le président, il a bien raison de les envoyer tous balader, on va quand même pas se laisser faire, etc. Et ça, son électorat, il adore ça. Et jusqu'où peut aller cet unilatéralisme et cet isolationnisme américain? Sur la Corée du Nord ou en général? Sur les déclarations vis-à-vis de la Corée du Nord. Oh bon, je crois qu'il a fait l'essentiel. Là, il aura du mal à dire plus en termes de propos, de paroles. Dire Little Rocketman et qu'il allait pulvériser, balayer la Corée du Nord, je ne vois pas trop ce qu'il pourrait ajouter comme déclaration incendiaire. Mais peut-être qu'il y aura bientôt un tweet qui sera une escalade verbale supplémentaire. Mais il a quand même, les propos qu'il a eus aussi bien devant l'Assemblée générale des Nations unies, où une fois encore, il ne s'adressait certainement pas aux 192 autres délégués qui étaient là, mais aux rednecks qui ont voté pour lui. C'est vraiment, ça n'avait jamais été fait dans le langage. Bon, je rappelle que Khrouchtchev avait pris sa chaussure pour taper à la tribune, mais dire qu'on va détruire un autre pays, je ferais voir les archives, mais je ne suis même pas sûr que Kadhafi ait dit ça. Est-ce que vous pensez par contre que les médias ont joué un rôle particulier au sein de ce conflit, c'est-à-dire la diplomatie du tweet? Non, parce qu'en fait, Trump est un média à lui seul, et c'est un média autonome. Donc les médias ont rendu compte de cela. Autant il y a parfois des crises, on pourrait faire un peu le procès des médias sur ce qui a amené l'intervention en Libye, où l'opinion a été préparée à dire que cette intervention était nécessaire. Mais dans le cas de la Corée du Nord, les médias ne sont pas venus plaider pour une intervention en Corée du Nord, ni pour serrer un peu plus la vis. Donc les médias, dans l'affaire, ont plus été des observateurs que des acteurs. Il y a peut-être des fois, disons que le rôle de Fox News dans la mobilisation pour la guerre d'Irak en 2003 est bien documenté. Le rôle des médias occidentaux pour dire ça serait quand même mieux que c'est vachement bien si on peut renverser Kadhafi, il y aura une Libye stable, démocratique, riche, et puis du coup le Mali deviendra stable, la Tunisie en bénéficiera. Bon, enfin je vous fais pas le dessin, toutes les immenses bêtises qui ont pu être dites à l'époque. Là, les médias sont plus en retrait parce que ils se sont rendus compte quand même qu'ils avaient assez peu de prise sur l'événement et qu'il valait mieux s'en tenir à l'écart en termes de recommandations en tous les cas. Est-ce que Donald Trump cherche à tout prix à prendre le contre-pied de son prédécesseur Barack Obama? Ah oui, ça c'est... Disons qu'en fait, pour comprendre Trump, il vaut plutôt être psychologue ou psychiatre que géopolitologue. C'est parce que... Et je pense que d'ailleurs que Macron réussit assez bien là-dessus. Et à mon avis, je sais qu'il a un coach vocal, mais il doit avoir aussi un coach psychologue, parce qu'il parle à Poutine comme Poutine aime bien qu'on lui parle, brutalement, voilà. Bon. Et à Trump, il fait avec Trump de la calinothérapie, et du coup, Trump veut faire un 14 juillet, le 4 juillet aux États-Unis, et dit, il n'y a jamais eu un président américain qui a dit autant de bien d'un président français depuis peut-être René Coty, qui n'existait pas, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez net. Mais pour le coup, on voit bien que sur tous les points, de l'Obamacare à l'accord iranien, de l'accord de Paris sur le climat, l'accord transpacifique, tout ce qu'a fait Obama doit être détruit. Et donc il y a sa détestation de l'homme, sa jalousie par rapport... parce que quelque part, je pense qu'il voit bien quand même que Obama est plus smart que lui, etc. Et
et puis son ego, quoi. Disons que, en disant il faut qu'il soit meilleur qu'Obama, donc qu'il détruise ce qu'Obama a fait. Je pense que c'est un guide important dans ce que fait. Et là, je veux dire, c'est pas des suppositions. Les faits sont là pour en parler. On a l'impression qu'il veut détruire tout ce qu'a fait Obama, qu'il n'y ait plus d'héritage d'Obama et qu'il y ait une table rase du passé. Mais sauf qu'il n'y arrive pas. Il n'a pas réussi à détruire l'Obamacare. Et le fait que le coup de grâce à son projet soit donné par John McCain, républicain très réputé, le Muslim ban, il y a toujours un juge fédéral qui vient effectivement le défaire. Et sur l'accord nucléaire iranien, Theresa May, qui n'est quand même pas un monstre d'énergie en tant que tel, ni d'indépendance à l'égard des États-Unis, elle-même dit qu'il faut conserver cet accord. Donc quand vous avez le Premier ministre le plus suiviste à l'égard du président américain qu'on ait vu depuis très longtemps, et qui a quand même pas une personnalité débordante, qui dit quand même qu'il faut garder cet accord, on voit quand même qu'il a du mal à le défaire. Donc vous avez parlé... Et sur l'accord de Paris, il le défait, mais du coup la Californie dit qu'elle le respecte, General Electric dit que c'est très bien, tous les GAFA veulent préserver l'accord de Paris, et les maires des villes américaines disent qu'ils veulent préserver l'accord de Paris. Donc même là-dessus, il n'est pas majoritaire dans son pays. Vous avez parlé de M. Macron. La France, pour l'instant, ne reconnaît pas la Corée du Nord en tant que pays. Est-ce qu'on pourrait avoir un rôle à jouer dans le futur ? En tous les cas, c'est malheureux parce que c'est parti d'une idée que ce régime n'était pas bien, etc. Mais les régimes, ils existent. Et la Corée du Sud ne rompt pas ses relations avec les pays qui reconnaissent la Corée du Nord. Bon, l'Allemagne, l'Angleterre, de mémoire, la reconnaissent. Donc pour des raisons qui nous appartiennent, on ne l'a pas fait et on ne va pas le faire maintenant. Ce serait, disons, un peu exotique de dire finalement, au vu de la situation, on va reconnaître la Corée du Nord. Donc voilà, on se prive de tout rôle. Bon, en plus, soyons francs, ce que fait la France à l'égard de la péninsule nord-coréenne, on n'est pas l'acteur majeur dans la région. Mais comme en plus, on n'a aucune relation diplomatique avec la Corée du Nord, on est amputé de tout rôle possible, sauf on peut faire des choses au Conseil de sécurité. On peut essayer de mettre en place des résolutions, des négociations. Et ça, la France, honnêtement, a une diplomatie multilatérale et une diplomatie onusienne qui est rompue aux usages. On envoie quand même généralement nos meilleurs diplomates là-bas. Et donc là, notre ambassadeur aux Nations Unies peut avoir un rôle en tant que lancer un mouvement qui mette en relation les différents protagonistes. Mais c'est plutôt dans un rôle onusien qu'on peut avoir ce rôle que dans un rôle non onusien. Et à ce propos, est-ce que la seule solution passe par des négociations onusiennes ? Comme aurait dit Deng, qu'importe qu'un chat soit blanc ou gris pour eux qu'il attrape des souris, c'est onusienne ou ad hoc, un groupe de contact entre les uns et les autres. Là, une fois encore, en tous les cas, il n'y a pas d'autre solution que diplomatique. Elle n'est pas forcément onusienne, elle peut être onusienne, mais à part la diplomatie, c'est justement parler avec les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. La diplomatie sert justement à parler aux ennemis. La diplomatie, elle n'est pas faite pour parler aux amis. Enfin, elle peut servir à ça, mais ce n'est pas son but majeur. Et c'est vrai que vous avez tout un courant de pensée, en France notamment, des gens qui pensent qu'on est encore les maîtres du monde, que l'Occident fait ce qu'il veut dans le monde, et que quand on a décidé ça, ceux qui ne sont pas d'accord, on va les sanctionner, les punir, et ne plus leur parler. Et donc, il faut arrêter de parler avec tous les méchants qu'on n'aime pas. Mais non, il faut parler avec nos adversaires. Sinon, et le fait, par exemple, de ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord n'est pas un avantage aujourd'hui. Et donc, en fait, quelles peuvent être les solutions pour ce conflit nord-coréen, étant donné que, on peut effectivement considérer la cyberguerre, vous en avez parlé au début de la conférence. Est-ce que vous pouvez nous les expliciter ? Alors, c'est vrai que le programme nucléaire iranien a été ralenti par des interventions israéliennes et américaines qui sont venues, et quelques assassinats ciblés, mais les Iraniens se promenaient à l'extérieur. Là, pour assassiner en Corée du Nord des scientifiques nord-coréens, ça va être un peu plus coton. Mais il peut y avoir une cyberguerre qui va venir endommager le système de contrôle nord-coréen. Mais on n'aura jamais assez d'informations pour savoir jusqu'où ça a fonctionné. Donc il y aura toujours la plus grande incertitude sur le fait que la Corée du Nord puisse être capable. On ne sera jamais sûr que le programme nucléaire nord-coréen est démantelé.
Donc on ne peut pas compter là-dessus. La solution diplomatique, les Coréens du Nord demandent la fin des manœuvres militaires sud-coréennes et américaines dans la région. Ils demandent aussi le retrait des troupes américaines. Ça, ils ne l'auront pas, mais on peut avoir des manœuvres moins lourdes. On peut avoir un engagement américain de ne pas attaquer la Corée du Nord. Ça ne suffira pas pour qu'ils... Disons que sur les 10-20 ans qui viennent, on peut avoir une sorte de soft landing nord-coréen, à que le régime nord-coréen arrête ses provocations, arrête d'envoyer des missiles, arrête de faire des déclarations provocatrices, en échange d'un certain flux économique, qui peut être utile à tous, et de pression militaire extérieure nord-américaine sur la Corée du Nord moins importante. C'est ça un peu. Mais pour l'instant, les Américains disent on fait ce qu'on veut et on n'a pas à céder aux demandes nord-coréennes. Donc ils ne veulent pas faire ça parce qu'ils pensent que ça serait céder au chantage. Mais les Nord-Coréens estiment aussi que ça serait céder au chantage et surtout prendre un risque qu'ils n'ont aucune envie de prendre, d'abandonner leur programme nucléaire. Une fois encore, le programme nucléaire nord-coréen, c'est la sanctuarisation du régime. La Corée du Nord sans armes nucléaires, elle est démantelée en quelques temps. Enfin, elle est un risque plus important. Avec l'arme nucléaire, ils sont tranquilles. Et vous nous disiez que la réunification n'était souhaitable pour aucun acteur. Pour autant, est-ce qu'il existe une nostalgie justement de cette union passée des deux Corées ? Alors, les Sud-Coréens, ils regardent les Nord-Coréens comme des cousins, une fois encore, malheureux, tristes. C'est triste pour eux, mais ils n'ont pas envie de payer la facture. Ils n'ont pas envie de dire que... pour que le Nord-Coréen puisse avoir leur niveau de consommation, il faudrait qu'il diminue l'heure de moitié. Enfin, pour qu'il y ait un niveau de consommation égal, ils n'ont aucune envie de ça. Donc la nostalgie d'un temps oublié, parce qu'en fait, la nostalgie de l'époque où la Corée était unie, c'était l'occupation japonaise et la misère. Il n'y a pas de nostalgie par rapport à ça. Les Coréens du Sud vivent très bien dans le présent, plus que... Je veux dire, quand vous avez... En 60, le PIB sud-coréen et celui du Ghana, il est sur un pied d'égalité, 200 € par personne et par an. Et on dit, en 60, et on dit, bon, le pays qui va s'en sortir, c'est le Ghana, parce qu'il y a plein de matières premières. La Corée du Sud en est absolument dépourvue, et le Ghana vit dans une zone stratégique calme, alors que la Corée du Sud vit dans une zone stratégique. Bon. Maintenant, le PIB sud-coréen, il doit être à, je sais pas, 25, 30 000. Voilà, ils ont multiplié dans des conditions extraordinaires leur PIB, donc ils n'ont aucune nostalgie de l'époque où ils avaient 200 $ par an et par habitant. Et est-ce que vous pensez donc en fait que c'est un conflit insoluble si personne ne veut le fait que Kim Jong-un tombe, et ni d'ailleurs en fait que les négociations ne peuvent pas aboutir à ce moment-là, comment va-t-on faire ? Alors disons que c'est un conflit qui ne se terminera pas par une réunification, mais on peut avoir ce que souhaitent un peu, ce que espèrent les Sud-Coréens, ce qu'espèrent les Chinois, c'est une sorte d'atterrissage en douceur du régime nord-coréen. C'est-à-dire qu'un régime nord-coréen qui reste tel qu'il est, qui au fur et à mesure qu'il y a des gens qui viennent, qui envoient des cassettes, s'ouvre au fur et à mesure, très lentement mais un petit peu, qui arrête de faire de la provocation inutile, qui ouvre un petit peu son économie, qui donne une plus grande consommation à sa population, voilà. Parce que la chute brutale, personne n'en veut. Le développement intégral, personne n'y croit. Donc c'est uniquement une sorte d'atterrissage, de soft landing du régime nord-coréen qui est souhaitable pour les deux acteurs majeurs que sont les Russes, enfin les Chinois et les Sud-Coréens, mais également pour les Russes qui, ne l'oublions pas, eux aussi une frontière avec la Corée du Nord. Et quel peut être l'avenir de la diplomatie américaine dans cette crise ? Pour l'instant, la diplomatie américaine n'existe pas. Il n'y a pas d'ambassadeur américain à Séoul. Parce que Trump a viré tous les ambassadeurs qui étaient en poste, nommés par Obama. Et donc là, il en renvoie de temps en temps. On a touché une à Paris, c'est l'ex-femme du propriétaire de l'OM. Mais ça, c'est les nominations d'amis, de milliardaires. Ça a toujours été ça de façon bipartisane. Vous n'avez pas d'ambassadeur en Afghanistan. Vous n'avez pas d'ambassadeur à Séoul. Vous n'avez pas d'ambassadeur dans plein de pays. Et vous avez les crédits du département d'État qui ont été réduits de 30%. Dans la diplomatie américaine, vous avez les diplomates professionnels et vous avez les ambassadeurs qui sont des ambassadeurs politiques que l'on nomme dans les postes prestigieux parce qu'ils ont servi la campagne.
Mais au moins, dans leur entourage, il y a des diplomates professionnels qui bossent et qui font le boulot. Là, c'est une fuite des cerveaux. Le numéro 4, le numéro 5 du département d'État sont partis à la retraite, n'ont pas été renouvelés, parce que les diplomates qui sont chevronnés n'ont aucune envie de travailler pour Donald Trump. Donc vous n'avez pas de diplomatie américaine aujourd'hui. La diplomatie américaine, c'est Twitter ou les généraux, parce que les hommes adultes dans la pièce, comme dit le New York Times, ce sont les 3 généraux qui entourent Trump. Rex Tillerson, on annonce chaque jour sa démission, parce qu'il était le patron d'Exxon. Il se retrouve à la tête d'un département d'État où les crédits sont en berne, où les gens fuient, et où il y a X postes qui n'ont pas été confirmés, parce que Trump ne veut pas des gens qui lui sont proposés, et qu'il pense grosso modo que le département d'État, ça sert à négocier avec des gens pas sympathiques, et donc c'est inutile de le faire. Donc en fait, le but de Donald Trump est principalement de renforcer le complexe militaro-industriel. Ah oui, c'est enfin en tous les cas. Alors c'est son but rationnel parce que dans dans son comportement un peu erratique, il y a quand même quelque chose qui est la toile de fond, c'est ça. Pourquoi ? Parce que c'est des jobs aux États-Unis. Parce que l'industrie américaine, c'est des jobs aux États-Unis et dans chaque circonscription d'un député, il y a des emplois militaires. Pourquoi c'est facile de prendre des sanctions contre la Russie ? C'est qu'il y a très peu de commerce russo-américain. C'est 1% des échanges extérieurs des États-Unis. Donc vous n'avez aucun congressiste qui a des usines chez lui qui bossent pour l'exporter en Russie. Donc prendre des sanctions pour la Russie, et puis le complexe militaire industriel, il est habitué à dire Moscou, oui, c'est plus communiste, mais c'est pareil. Et donc il faut faire des sanctions. Et quand vous voyez ce que fait Trump, il avait dit que l'OTAN n'était plus valable, qu'il allait se retirer de l'OTAN, et que bon, il garde l'OTAN. Parce que les généraux américains lui ont dit que l'OTAN, ce n'était pas pour les beaux yeux des Européens, c'était pour l'intérêt national américain. C'est une façon de contrôler l'Europe. Et qu'est-ce qu'ils demandent en échange de dire que l'OTAN, c'est bien ? Que les Européens aient à 2% du PIB en matière de défense. Donc que tous les pays européens augmentent leurs dépenses de défense. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Européens ? Pas la France, pas l'Allemagne, mais les autres. Ils vont acheter des armes aux États-Unis. Quand il dit au roi d'Arabie Saoudite, ouais, vas-y, le Qatari, il nous embête, vas-y, fais ton Qatar ban, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Le Qatar, pour montrer que c'est un bon élève, achète des armes aux États-Unis. Et l'Arabie Saoudite, dans la visite de Trump, a passé des commandes pour 110 milliards de dépenses militaires aux États-Unis. Donc le Qatar ban, qui est une hérésie pour la région, qui vient donner un peu plus d'incertitude dans la région, qui n'en manque pas déjà pour le moment, c'est quand même très bon pour le complexe militaro-industriel américain. Et quand il dit « Little Rocketman, je vais tout balayer dans la région », le Japon achète plein d'armes, la Corée du Sud, qui ne voulait pas du système de défense anti-missile, le font, et donc c'est de nouveau très bon pour le complexe militaro-industriel. Et lui-même a décidé, tout en diminuant les crédits du département d'État de 30%, il a décidé d'augmenter les dépenses militaires de 10%. Est-ce que, pour lutter contre le terrorisme ou contre je ne sais pas trop quoi, on a besoin de plus d'armes nucléaires ? Évidemment non. Et la seule augmentation des dépenses militaires américaines pour l'année qui vient, je ne parle pas du budget, je parle de l'augmentation, ça équivaut au budget militaire russe. Donc quand les comiques troupiers de l'OTAN disent qu'il y a une menace russe, c'est une plaisanterie de garçon de bain. Parce que les dépenses militaires russes sont inférieures aux dépenses militaires françaises et allemandes réunies et représentent 10% des dépenses militaires américaines. Mais si vous êtes à l'OTAN, vous avez envie que l'OTAN survive, et donc si vous dites qu'il n'y a plus de menace, vous dites bon, ok, on ferme boutique. Non, donc il faut agiter une menace militaire russe, mais je veux dire, à partir de 85 de QI, normalement, on voit quand même que ce n'est pas aussi vrai que ça. Merci beaucoup. Eh bien, la conférence touche à sa fin. Nous allons passer aux questions du public. Merci. Oui, tout d'abord, bonsoir, Monsieur Boniface. Je précise pour tout d'abord vous dire que je ne vous connaissais pas avant parce que je n'ai pas fait de prépa, mais j'étais en fac de droit, donc c'était un plaisir de vous avoir entendu. Donc tout d'abord, j'aimerais peut-être juste revenir sur ce que vous avez dit. Tout n'est pas si noir vis-à-vis de Trump,
qui ne veut pas forcément que déconstruire ce qu'a fait Obama. Je dirais même qu'il va poursuivre parce que le Muslim ban, en fait, la liste des pays, c'est l'administration Obama qui l'a fixée en 2011 ou 2015. Bon, c'est un détail. Ma question est la suivante, c'est, vous avez parlé de la Corée du Nord pendant 1 heure. Est-ce que, en tant que géopolitologue, comme certains Français l'ont fait, comme Alain Soral par exemple, seriez-vous prêt à aller en Corée du Nord pour voir de vous-même comment les choses se passent là-bas? Je vous remercie. Alors, le Muslim ban, il correspond en fait à la liste des pays dans lesquels Trump n'a pas d'hôtel. Donc, c'est pas fixé par Obama, c'est bon. Alors, aller en Corée du Nord, oui, alors si j'y allais, ce ne serait pas pour faire comme Alain Soral. Hein. Bon. Mais j'irai avec plaisir parce que moi, je ne suis pas officiel. Donc, je n'engage pas mon pays, je ne suis pas diplomate. Et par contre, c'est toujours intéressant d'aller voir les pays tels qu'ils sont et de s'informer sur place. Donc, si j'étais invité en Corée du Nord, j'irais avec grand plaisir, bien sûr. Mais pour des raisons qui me sont propres et pour imiter personne. Merci beaucoup pour vos réponses, c'est très intéressant. J'aimerais avoir un peu plus votre avis concernant un sujet complètement différent. Ce serait l'Europe de la défense, dont on parle beaucoup depuis la campagne. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez et si, au contraire de ce qu'elle entend, c'est plutôt une Europe de la guerre plutôt que de la défense. Merci. C'est plutôt, j'ai pas entendu la fin de votre question, monsieur. C'est plutôt une Europe de la guerre plutôt que de la défense, en fait. Donc, si ça risque d'augmenter les tensions avec la Russie ou autre chose, alors que la Russie ne représente pas vraiment une grosse menace en soi. D'accord. Il y a en fait deux parts. Effectivement, si c'est pour augmenter nos capacités militaires, pour aller participer à une guerre d'Irak ou aller refaire une intervention militaire en Libye, ça vaut pas la peine. Bon, on devrait pouvoir penser que les échecs tragiques devraient calmer ceux qui sont partisans de solutions militaires. Je remarque que tous ceux qui ont plaidé pour la guerre d'Irak et qui traitaient ceux qui s'y opposaient à l'époque, comme moi, d'être payés par Saddam Hussein, d'être l'ami des dictateurs, viennent toujours donner des leçons de morale sur la façon de combattre le terrorisme, alors que leur plaidoirie y a quand même largement participé. Mais une Europe de la défense, ce n'est pas forcément une Europe anti-russe ou interventionniste. C'est le vieux rêve finalement gaulo-mitterrandiste d'une Europe puissance qui soit autonome. Et pour ça, pour l'instant, c'est quelque chose que les Français ont toujours plaidé pour et qui n'est jamais survenu parce que la plupart des Européens, un, craignent que la France ne veuille dominer l'Europe, deux, se disent le parapluie nucléaire américain, il est quand même plus confortable que le parapluie nucléaire français, il est plus développé. Mais là, il y a deux événements qui sont autant de défis qui peuvent accélérer la construction de la défense européenne. C'est le Brexit et Trump. Parce que le Brexit va retirer finalement un pays qui a toujours eu les deux pieds sur le frein dans la construction européenne. Et surtout, on voit chaque jour les immenses difficultés dans lesquelles le pays qui veut quitter l'Union européenne est plongé. Et donc, on a un poids mort de moins au sein de l'Union européenne. Moi, je pense que l'Europe s'est élargie trop rapidement sans mettre d'exigence sur les nouveaux rentrants. Le fait d'avoir Chypre et Malte, c'est très embêtant parce que ça empêche de faire plein de choses. Et deuxième point, c'est Trump. Quand quelqu'un comme Angela Merkel dit avant l'été, alors que les chrétiens démocrates allemands ont toujours été très atlantistes culturellement, etc., quand Angela Merkel dit l'Europe doit prendre en main son propre destin, c'est quelque chose qui est important parce qu'elle veut dire simplement il ne faut pas qu'on dépende uniquement de Trump. Donc il y a là une fenêtre d'opportunité à saisir. Du fait de ce double défi qui est en même temps un challenge à relever, Macron l'a compris, sauf que l'Allemagne est en renégociation pour la coalition, ça risque de durer longtemps, et les libéraux et les Verts sont aux antipodes sur ce sujet, que l'Italie est un peu en crise et que l'Espagne est occupée à autre chose qu'à se projeter sur l'avenir, et que ce n'est pas la Pologne et la Hongrie qui vont beaucoup aider pour l'instant. Et donc cette Europe à plusieurs vitesses qui pourrait être lancée, il faudrait que l'Allemagne redémarre. On espérait qu'il y ait un couple franco-allemand
qui se reforme très vite, même si ça ne sera plus jamais Adenauer, De Gaulle ou Kohl, Mitterrand, parce qu'on n'est plus à 6 ou à 12 et que forcément ça a moins de poids. Mais pour des raisons de politique intérieure allemande, ce n'est pas possible rapidement, et on ne sait pas sur quoi va déboucher la nouvelle coalition gouvernementale allemande, et on ne sait pas non plus sur quoi le psychorigide Rajoy va emmener l'Espagne dans l'affaire de la Catalogne qu'il gère de façon catastrophique, même si les Catalans ne sont pas sans responsabilité pour leur propre part. Bonjour Monsieur Boniface, à votre droite. Désolé, je ne peux pas me lever, je suis en béquille. Mais on a parlé de plusieurs choses pendant votre conférence, mais j'aimerais avoir votre avis plus en profondeur. Vous avez parlé de la Russie, vous avez parlé de l'expansion de l'OTAN et des différences qu'il peut y avoir aujourd'hui entre l'Union européenne et les États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, les différences d'opinion. Et vous avez également parlé aussi du système d'antidéfense, d'antimissiles américains. Quand on sait aujourd'hui que les plus grandes frustrations russes viennent de ce redéploiement du système antimissile américain, est-ce qu'il ne serait pas intelligent pour une Europe qui veut peut-être se détacher de l'OTAN et pour une Russie qui cherche peut-être à remettre en question ce déploiement du bouclier antimissile, de s'associer, pas de s'associer avec la Corée du Nord, mais pour une négociation avec la Corée du Nord pour se détacher des États-Unis et peut-être permettre une négociation en douceur. Vos paroles sont du miel dans ma bouche. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec cela. Ce système de défense antimissile est quelque chose qui pollue les relations internationales depuis très longtemps, qui remonte aux années 60. Nixon, Kissinger et Brejnev ont eu l'intelligence de dire qu'il faut le limiter parce que c'est la course aux armements irréfléchie, incontrôlée, qui est très déstabilisante. Et donc, effectivement, on voit que c'est ce déploiement de ce système qui est vu par les Russes comme la remise en cause de leur statut de puissance nucléaire. Et on peut dire que Poutine est crispé. J'étais la semaine dernière au forum de Valdai, mais les arguments russes par rapport à cela, il faut tenter les entendre. On avait dit à Gorbatchev qu'en cas de réunification allemande, il n'y aurait pas d'élargissement de l'OTAN. On a fait l'inverse. La guerre du Kosovo a été vue aussi par les Russes comme quelque chose qui était chez eux, et ce système de défense antimissile est une remise en cause du statut nucléaire de la Russie. Ils le savent très bien. Donc en fait, les Russes sont crispés, effectivement, mais parce qu'on a contribué à les traiter, en fait, non pas comme les bâtisseurs d'un ordre mondial nouveau, mais comme les vaincus de la guerre froide. Je pense pour ma part que le grand tournant de la guerre froide n'a pas été... Et dans un livre que Gratchev vient de publier, l'ancien porte-parole de Gorbatchev, il dit qu'en 1986, on était à 2 doigts d'avoir un accord de désarmement général et complet entre l'URSS et les États-Unis, mais que pour préserver la guerre des étoiles, donc le système de défense antimissile, Reagan n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et là où on a loupé l'affaire, c'est que le vrai tournant de la guerre froide, c'est pas le mur de Berlin, qui était un épisode, c'est quand l'URSS lâche l'Irak en 90. Pour la première fois, une superpuissance lâche son allié parce qu'il a violé le droit international. Parce que Gorbatchev voulait construire un ordre mondial nouveau, que l'ONU existe telle qu'elle a été prévue, et non pas que dès qu'un client fait des siennes, on mette son veto. Mais juste après, il va demander l'aide économique au sommet du G7 en juillet. Bush lui refuse, c'est le coup d'État, c'est Yeltsin. Donc les Américains vont être ravis parce qu'ils ont un président russe erratique pendant longtemps, mais Poutine, lui, quand il revient au pouvoir, il fait l'inverse. Et Poutine ne veut pas recréer l'Union soviétique. On lui reproche souvent d'avoir dit que la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle avait été le démantèlement de l'Union soviétique. Oui, il dit ça pour dire qu'il n'y a plus cet équilibre qui maintenait les choses. Mais il l'a dit, il l'a répété, que celui qui ne regrette pas l'Union soviétique n'a pas de cœur, mais que celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Et vous avez, en fait, sur la Crimée et sur le Kosovo, 2 discours jumeaux et aussi hypocrites des Occidentaux et des Russes. Pour le Kosovo, et là, par exemple, Poutine disait jeudi, ah, Barcelone, oui, la Catalogne, c'est comme le Kosovo. Hein. Les Occidentaux ont plaidé pour l'indépendance du Kosovo. On peut aussi plaider pour l'indépendance de la Catalogne. Donc c'est un match retour, évidemment. Mais au Kosovo, les Occidentaux plaidaient pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que les Russes disaient non, intégrité territoriale de la Yougoslavie. On a quand même bombardé Belgrade.
Moscou n'a pas bombardé Kiev. Et en Crimée, les Russes font l'inverse, plaident pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, alors que les Occidentaux plaident pour l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Donc là, c'est un front renversé. Mais la crispation russe aujourd'hui est quand même le fruit de ce que les Américains ont vu dans la Russie les vaincus de la guerre froide et les ont traités comme tels. Merci beaucoup, merci pour vos questions. La conférence est maintenant terminée. Nous tenons à vous Vous êtes remercier. libérés. Donc nous tenions à vous remercier à nouveau, Monsieur Boniface. Merci de votre accueil.